Depuis des siècles, la France a fait face à de nombreuses attaques de bêtes dévorantes. La majorité des témoins s'accordent à dire que ces attaques étaient dues à des loups, pour d'autres, à de gros loups. Et pour certaines histoires les plus rares, comme la bête du Gévaudan, on parle d'hybridation. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Car certaines personnes continuent d'affirmer croiser des bêtes aux caractéristiques des plus étranges, de taille assez conséquente. Ces personnes sont des gens intègres et ne cherchent en aucun cas à inventer des histoires. Il est temps d'enquêter sérieusement sur cette affaire. Bienvenue sur Connexion Mystère. Ok, donc nous sommes en plein après-midi. Nous allons nous rendre dans les bois que vous voyez juste ici. Et je m'arrête à cet endroit précis car David, tu m'as fait part que tu étais venu avec tes filles. C'est ça. Et donc est-ce que tu peux nous décrire la réaction de tes filles? Bah, en fait on longe le lac, je voulais juste leur montrer le bois qui était situé derrière le lac. Et puis en fait c'est pas... Elle m'interpelle, les filles la plus petite, elle me dit papa il faut rentrer, on rentre. Et j'ai vu en fait l'inquiétude, c'était pas on a envie de rentrer. C'est on rentre. Et la deuxième pareil, il faut partir papa. Et puis là bah je sais pas, t'as l'instinct, alors je sais pas si c'est inconsciemment qu'on pense à ça, mais après les souvenirs sont revenus, j'ai repensé à ce qui m'était arrivé, puis on a décollé quoi. Mais il y avait un truc, on se sentait pas bien. Et on s'est arrêté à ce niveau-là, on n'a pas... Et nous, qu'est-ce qu'on va faire comme hier? Bon, on va y aller. Bon, mais il fait jour. C'est vrai. T'es rassuré? Ouais, ça va mieux. Ouais. Alors, est-ce que tu peux aussi, par la même occasion qu'on va se frayer, enfin non, on va pas se frayer un chemin, on va descendre tranquillement le chemin qui est ici sous nos yeux. Mais par contre, voilà, il fait beaucoup plus sombre d'un coup. Et je vois là-bas qu'il y a des arbres qui semblent nous barrer le passage, comme si on n'avait pas le droit d'aller là-bas. Est-ce que tu peux, David, du coup, nous raconter un peu ce que tu as entendu durant un repas, c'est ça? Ouais, un repas avec une collègue de ma femme, on a été invité gentiment avec une autre collègue. Et il y a donc son cher et tendre monsieur qui nous a dit en gros putain, j'ai vu un animal traverser quand je faisais du quad en forêt. Mais c'était noir et je pense que c'est un lynx, mais j'ai pas eu le temps de l'identifier. Et c'est passé trop vite. D'accord. Alors il faut savoir que voir un lynx en France, c'est très rare, même si ça existe, bel et bien. Ouais. Mais en plus noir, là ça serait vraiment incroyable et prodigieux. C'est ça. Tu en penses quoi de cette histoire? Bah ça ressemble quand même à ce que j'ai vu moi. C'est le côté un peu félin. Et la couleur noire aussi. Ouais. Et ça c'est récent C'est récent et c'est un village qui se situe à 5 minutes de là où c'est arrivé. 5 minutes seulement. Donc là on peut remarquer qu'on est bel et bien dans les bois. Il fait beaucoup plus sombre ici. Hein. Ouais. Et sur notre gauche il y a un étang. Voilà. Il y a plusieurs étangs. Éventuellement des endroits donc pour s'abreuver. Écoute, on va continuer à marcher un petit peu, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, allez, en avant. Du coup, ce monsieur, il croise cet animal à quel moment? Je pense il fait du quad. Oui, il fait des sorties de quad avec ses gamins, tu sais. D'accord. Sur des sentiers. Et ça lui passe devant. Ok. Voilà. Mais très vite, quoi. Très vite. Puis du coup, on s'est regardé quand même un peu avec ma femme, parce que ma femme, je lui ai raconté. Elle m'a regardé avec des gros yeux, en gros, c'est ce que t'as vu.
David, j'aimerais revenir aussi sur la photo que je t'ai montrée, Ouais. donc du Irish Gris. Ouais. Est-ce que pour toi, il y aurait un air de ressemblance, est-ce que tu as pu voir en ce qui concerne ces deux types d'animaux bizarres? Absolument pas. Là, c'est un chien pour moi gentillet, tu vois, dans une petite maison avec une heureuse famille. Ouais. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. D'accord. Voilà. Non. J'aurais vu tout de suite. Hein. Ça serait plus un chien, enfin, ouais, excuse-moi, mais un peu La Belle et le Clochard, quoi, le style. Oui, je vois. C'est pas, non, c'est pas ça. Absolument pas. Bonjour à tous, bienvenue dans le Gévaudan. Juste derrière moi, vous allez pouvoir admirer donc la statue dont cette jeune femme se défend face à la bête. Juste sur ma droite, on peut aussi voir qu'il y a le musée de la bête. Ce que nous allons faire, nous, maintenant, alors je dis nous parce que derrière cette caméra, il y a Aubin qui me suit sur cette aventure dans le Gévaudan, qui a été aussi témoin. Il s'appelait Bob dans la vidéo, mais son vrai prénom, en fait, c'est Aubin. Donc, ce que nous allons faire tous les deux, c'est que nous allons maintenant aller chez Monsieur Soulier, donc Bernard Soulier, qui n'est ni plus ni moins un spécialiste de la bête du Gévaudan. On y va, Aubin? C'est parti. Alors, let's go! Mais je l'ai vu justement évoluer justement dans le champ en contrebas en espèce de zigzag. Donc tu vois cette grosse masse noire qui bougeait de façon pas normale si tu veux. Je sais pas, est-ce que tu vois un gorille? Imagine un gorille en train de, comme on voit dans certaines vidéos là, une phase d'accélération où tu as ses grands bras qui partent devant et il donne toute sa puissance sur les pattes arrière. Bah, ça me faisait penser à ça en fait. Des bras immenses, des jambes beaucoup plus courtes, très très noires, mais vraiment noir intense. Bonjour Monsieur Soulier. Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Mais je vous en prie. Alors j'aurai quelques questions à vous poser forcément concernant cette bête du Gévaudan. Mais avant ça, je vais vous laisser vous présenter tout simplement. Alors, moi je m'appelle Bernard Soulier, j'ai 67 ans. J'ai été dans ma carrière professionnelle enseignant. Et depuis toujours, disons, je suis passionné par l'histoire de la bête du Gévaudan. Je suis passionné par l'histoire de la bête tout simplement parce que je suis né dans ce village de Chanteloup, commune d'Auvers, là où était abattue la bête du Gévaudan, du moins la dernière bête qui a sévi en Gévaudan. Donc je me suis intéressé à cette histoire très tôt. Ma grand-mère m'avait raconté cette histoire quand j'étais enfant. Et c'est comme ça que j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc j'ai acheté un livre, 2 livres, 3 livres, puis tous les livres qui sont parus sur le sujet, il y en a beaucoup. Et j'ai fait mes propres recherches, comme je ne trouvais pas de réponse vraiment adéquate dans les livres. Voilà, et donc je continue toujours à chercher sur ce mystère, disons, puisqu'il reste une part de mystère, sur l'affaire de la bête du Gévaudan. D'accord. Alors du coup, j'avais une question à vous poser juste après votre présentation, mais finalement j'ai l'impression que vous avez plus ou moins répondu, c'est pourquoi cette passion pour la bête du Gévaudan? Ah ben, comme j'ai dit, c'est parce que je suis né dans le pays de la bête. Et si je m'y étais pas intéressé, j'aurais pas été très curieux, je pense. Hein. C'est quand même un des plus grands mystères de l'histoire de France, à mon avis. Et voilà, donc c'est quelque chose qui interpelle beaucoup de monde. Et donc j'essaye toujours de comprendre ce qu'a pu être cette bête du Gévaudan. Alors il y a le gros problème, c'est de comprendre ce que ça a pu être, mais il y a aussi l'intérêt pour essayer de comprendre comment vivaient les gens au XVIIIe siècle. C'était il y a quand même 260 ans. La vie était tout à fait différente. Et le second intérêt de l'histoire de la bête, à mon avis, c'est ça. C'est de comprendre la vie des gens de l'époque. Alors, moi, j'aimerais échanger avec vous par rapport à une idée que je me fais sur cette bête du Gévaudan. Alors, on dit la bête du Gévaudan, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en aurait eu plusieurs. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, tout à fait. Alors, disons que dans les documents qu'on a, les documents d'archives, il y en a beaucoup sur la bête. C'est une histoire extrêmement bien documentée. Dans les documents d'archives qu'on a, la plupart du temps, sauf une fois ou deux, c'est un seul animal qui attaque. Et si on regarde les lieux d'attaque et les temps entre les attaques, pour un seul animal, ça pourrait passer, bien qu'on ne sache pas toujours exactement les heures exactes des attaques. Pour un seul animal, ça pourrait coller, mais à mon avis, ce n'est que mon avis, à mon avis, il y a quand même eu plusieurs animaux qui ont pu sévir en Gévaudan. D'accord. En tout cas, moi, je partage aussi votre avis là-dessus. Et je rajouterais même, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un, une personne, qui profitait de cette situation pour sévir aussi? Alors ça a pu être le cas. Si ça a été le cas, c'est resté à mon avis très très marginal. Puisqu'on a quand même, je crois, de mémoire, 70% des attaques qui ont eu lieu devant témoins. Et à aucun moment, dans ces témoignages-là, on ne retrouve l'être humain. Donc ça a pu être le cas, bon, c'est à peu près le cas dans toutes les périodes troublées. Donc très certainement, il y a pu y avoir quelques crimes normaux, entre guillemets, qui ont été mis sur le compte de la bête, alors que ce n'était pas du tout la bête qui était en cause. Mais c'est resté quand même quelque chose de très marginal à mon avis. D'accord. Alors j'aimerais savoir aussi, que pensez-vous de ces histoires où on peut lire que la bête aurait été vue en mode bipède, donc sur 2 pattes, comme quand elle traverse cette soi-disant rivière? Alors oui, un animal qui traverse une rivière en nageant, on peut voir les pattes avant et pas les pattes arrière. Donc ça a pu faire dire aux témoins, elle était sur 2 pattes, alors qu'elle n'était pas du tout sur 2 pattes. Hein. Après, les témoignages qu'on a nous décrivent la bête attaquant à la gorge, attaquant les personnes à la gorge. Donc se plantant sur les pattes arrière pour attaquer. Mais si vous regardez la méthode de prédation des loups ou d'autres grands canidés, c'est exactement ça. Hein. Ils se précipiteront, les pattes avant levées pour attaquer la personne. Donc à mon avis, c'est ça qui a pu faire dire ce mode bipède. D'accord. Alors question importante du coup, je rebondis sur les meurtres qu'aurait commis cette bête. Est-ce que vous pensez qu'elle a attaqué seulement
les femmes et les enfants ou elle aurait aussi attaqué des hommes? Alors non, elle a aussi attaqué des hommes. D'accord. On a les documents là-dessus, on a les témoignages. Au revoir. Il y a bien eu des attaques contre des hommes. Alors c'est vrai que dans les victimes tuées par la bête, il n'y a eu que des femmes et des enfants. Mais tout simplement parce que des hommes étaient tout à fait capables de s'en défendre de la bête. La bête, elle attaquait de préférence les victimes les plus faibles. Et les victimes les plus faibles, c'était les femmes et les enfants. À cette époque-là, au XVIIIe siècle, le travail des enfants, dans les campagnes, c'était de garder les vaches. Donc les enfants étaient bien en première ligne face à la bête. Et s'il n'y avait pas d'enfants dans la ferme, par exemple, c'était le travail des femmes. Donc femmes et enfants en première ligne face à la bête, c'est eux qui ont été les principales victimes. Et on a des témoignages, on a des documents qui nous disent bien qu'elle a attaqué des hommes qui ont réussi à se défendre. On a même des témoignages, des documents qui nous disent que des enfants ont réussi à se défendre. Il y a eu un combat très célèbre, c'est les 7 enfants du villeret de Chanaleille, Jacques Portefeuille et ses 6 camarades, qui ont été attaqués par la bête et qui ont réussi à se défendre de la bête. Donc si des enfants y arrivaient, a fortiori des hommes y arrivaient encore plus, puisqu'ils étaient plus forts physiquement, ils travaillaient dans les champs, ils avaient avec eux des outils agricoles, des pelles, des pioches, parfois ils avaient même des fusils, on a ça aussi dans les témoignages, donc eux ils étaient tout à fait capables de se défendre de la bête. Oui, donc ça veut dire que peut-être que cette bête n'était pas si, impressionnante qu'on veut nous le faire croire. Alors impressionnante si, sûrement, je pense, hein. Impressionnante si, mais bon, par l'agressivité, elle était impressionnante. On a quand même des témoignages qui parlent de ça. Alors après les témoignages, il faut les prendre aussi un peu avec des pincettes, hein, parce que quelqu'un qui décrira un animal sous le coup de la peur, ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui pourra le décrire de sang-froid. Mais bon, ce dont on est sûr, c'est qu'elle a bien attaqué des hommes adultes qui ont réussi à se défendre. Est-ce qu'après que la bête soit tuée, est-ce qu'il y a eu vraiment un arrêt d'attaque total ou est-ce qu'il y aurait eu des échos d'autres attaques par la suite ou vraiment pas du tout, quoi? Alors, dans l'histoire de la bête du Gévaudan, il y a eu 2 principaux animaux qui ont été tués. Un premier qui a été tué le 20 septembre 1765. Là, ils nous ont dit on a tué un loup très gros, un loup mâle très gros. Et après la mort de ce loup, d'ailleurs, ils avaient reconnu qu'avec ce loup, il y avait une louve et des louveteaux, donc ils ont détruit toute cette famille de loups. Ça, c'est l'envoyé du roi François-Antoine qui a fait ça. Après la mort de cette famille de loups, il y a eu moins d'attaques. Il y a encore eu des attaques, mais il y en a eu beaucoup moins. Puisque pour l'année 1766, on n'a que 7 personnes de tuées en Gévaudan, alors que l'année d'avant, il y en avait eu une 50aine. Hein. Donc là, les attaques ont diminué. Par contre, le dernier animal qui a été tué, c'est celui qui a été tué ici à côté d'Auvers par Jean Chastel, le 19 juin 1767. Et bien après la mort de cet animal, il n'y a plus d'attaque. En Gévaudan, ça s'est terminé. D'accord. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu d'autres cas de bêtes ailleurs qu'en Gévaudan. Il y en a eu avant l'histoire de la bête, il y en a eu pendant l'histoire de la bête, il y en a eu après. Après, il y a eu d'autres cas de bêtes ailleurs en France, mais bon, dans le Gévaudan, pour ce qu'on a appelé la bête du Gévaudan, ça s'est terminé le 19 juin 1767. D'accord. C'est vrai que vous faites bien de le dire. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu aussi une bête dans le Jura qui portait un nom aussi bien spécifique. Oh oui, mais des bêtes, il y en a eu un petit peu partout. Hein. Ouais. Principalement, alors, le gros foyer des bêtes dévorantes, ça a été région parisienne, sud de la région parisienne, Val-de-Loire, voilà, et Massif central, en gros. Dans le Lyonnais aussi, on a eu des bêtes dévorantes. Alors, il y a eu même eu des cas d'autres bêtes qui ont fait plus de victimes que la bête du Gévaudan. Ça a duré plus longtemps, mais on en a beaucoup moins parlé. D'accord. Elles sont beaucoup moins célèbres. C'est la nôtre la plus célèbre. Oui, c'est vrai. Et moi, d'ailleurs, pour être en contact avec des personnes vivant aux États-Unis, même au Japon, la bête du Gévaudan, c'est l'histoire à connaître, quoi. Oui. C'est, Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est une légende, que c'est un fait inventé, un fait légendaire, un mythe, alors que pas du tout. Hein. C'est une histoire absolument vraie. Les preuves sont là. Comme je vous ai dit, il y a énormément de documents d'archives là-dessus. Et donc, on est certain que ça s'est bien produit. Oui, c'est ce que j'ai entendu lors d'une interview. Vous dites non, ce n'est pas une légende. Oui, tout à fait. Hein. Et vous faites bien de le rappeler parce qu'effectivement, les faits sont là, donc il y a bien eu des attaques de cette bête. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin avec Jean Chastel
qui abat cette bête si facilement, si je puis dire. Alors si facilement, non, parce que ça a quand même duré 3 ans, l'histoire de la bête. Hein. Ouais. Il y avait eu d'autres chasses conduites. Jean Chastel avait participé à d'autres chasses à la bête. Et ben, il est qu'arrivé au bout de 3 ans, hein, lui aussi, à la batte, cette bête. Alors, beaucoup de gens disent, oh oui, mais Jean Chastel, il a eu de la chance, etc., ou il connaissait la bête. Alors moi, je crois pas du tout. Hein. Jean Chastel, il était réputé comme étant un chasseur de loups. Il était un fin chasseur. Il s'est mis à un endroit bien précis, qui s'appelle la Sogne d'Auvers, là où il a tué la bête du Gévaudan. Il s'est pas mis là par hasard. Lui, il connaissait très bien le terrain, il connaissait très bien le gibier. Il savait qu'en se mettant là, il avait peut-être des chances de voir passer la bête. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, alors, Jean Chastel, c'est vrai, a eu certainement de la chance, mais il n'y a pas eu de manipulation ou quoi que ce soit, à mon avis. Mais c'est bien de le rappeler, parce que c'est vrai que moi, par exemple, de ce que j'ai écho, on a l'impression qu'il s'est juste assis, il a attendu, il a tiré, c'était terminé. Alors que comme vous le dites, il a travaillé longtemps à essayer de la traquer, Oui. à essayer de la battre. Bon, il est finalement arrivé, mais avec du travail. Oui, tout à fait, oui. Alors bon, après, c'est pas lui qui a organisé la chasse aussi, c'était le marquis d'Apcher qui avait organisé la chasse. Et le marquis d'Apcher avait travaillé pendant 2 ans quasiment à chasser la bête. Et Chastel a fait partie de plusieurs chasses. Il n'a pas fait que partie de la dernière chasse. Chastel et ses enfants, et ses fils d'ailleurs, puisqu'ils étaient 3 Chastel à la dernière chasse. Alors c'est vrai que lui a eu la chance de tuer la bête. Alors pour ça, certains l'accusent de tous les maux. Mais non, moi je crois qu'il n'y a rien qui peut le mettre en cause pour quoi que ce soit. D'accord. Ben, je suis content de l'apprendre, parce que c'est vrai que je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ben, mais moi j'avais vraiment l'impression que on nous fait, enfin c'est comme ça que je le vois, mais j'ai l'impression qu'on nous fait croire que c'était lui qui dressait la bête. Alors oui, mais si vous voulez, dans l'histoire de la bête, il y a un gros problème, disons, c'est qu'il y a eu des romans qui ont été écrits. Alors moi j'ai rien contre les romans, hein, j'en ai écrit un. Mais bon, le roman, c'est pas la vérité historique. Le roman, ça sort de l'imagination de l'auteur. Ouais. Alors certains ont écrit des romans qui ont accusé Chastel, ils en ont tout à fait le droit s'il y a écrit roman sur leur couverture. Mais après il y a d'autres chercheurs sur la bête du Gévaudan qui partent sur l'idée de ces romans comme vérité historique, alors que c'est pas du tout la vérité historique. La vérité historique, elle n'est pas là, elle est dans les documents d'archives, la vérité historique qu'on peut retrouver. Quand on fait de l'histoire, on se base sur les documents qu'ont écrits les gens à l'époque, il n'y a pas d'autre solution. Et si on se base sur ces documents-là, aucun document à ce jour, hein, peut-être qu'il en sortira un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas, aucun document à ce jour ne peut mettre en cause Chastel, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Hein. Certains accusent le comte de Morangiès ou truc ou machin d'avoir été derrière la bête. Eh bien, qu'on montre les documents qui prouvent ça. Il n'y en a aucun, à mon avis. Ben, c'est bien de pouvoir échanger comme ça avec vous, parce que même moi, ça me permet voilà, de mieux connaître cette histoire, parce que ben, moi-même, j'ai été influencé par par ce dogme qu'il y a autour de Jean Chastel, comme quoi il aurait... Et je vous avoue que... comme vous le dites, le mieux c'est d'avoir comme référence les faits historiques qui sont écrits. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer, de comprendre ce qu'était cette bête du Gévaudan. Et ça me fait vraiment plaisir d'apprendre tout ça. Mais le problème, il est là, quoi. Il faut, si on essaye de faire une étude sérieuse sur l'affaire de la bête, ou tout autre fait historique d'ailleurs, hein, il faut quand même se baser sur les écrits de l'époque. C'est la seule façon de travail des historiens, disons. Peut-être que c'est aussi, essayer d'arrondir les angles, que ça soit plus facile à expliquer. Et donc on se limite un petit peu à la recherche. Et je pense au film du Pacte des loups, qui est vraiment très bien. Mais est-ce que cette fin... correspond vraiment à l'image que vous faites de... Alors déjà, le film Le Pacte des loups, c'est pas l'histoire de la bête du Gévaudan. Ouais. C'est pas du tout, même dans le déroulement des faits, il ne raconte pas l'histoire de la bête. D'ailleurs, il n'a pas été tourné dans la région, le Pacte des loups, oui, pas du tout. Hein. Dans les Pyrénées, je crois. Oui, les Pyrénées, à l'étranger, en Roumanie, je ne sais plus où. Enfin voilà, donc... D'ailleurs, Christophe Gans, le réalisateur, il dit bien, moi j'ai pas fait un film sur la bête du Gévaudan. D'ailleurs, je ne l'ai pas appelé la bête du Gévaudan, je l'ai appelé le Pacte des loups.
Donc il s'en est inspiré de l'histoire de la bête, mais c'est pas l'histoire de la bête. Et donc voilà. Alors les films, si on parle des films, il y a peu de films qui correspondent vraiment à la réalité historique. Il y en a un seul, à ma connaissance, c'est un téléfilm qui date de 1967, qui était passé dans une émission qui s'appelait Le Tribunal de l'Impossible. Et on peut le retrouver sur les archives de l'INA. Mais c'est le seul, c'est un téléfilm en noir et blanc d'ailleurs, le fait qu'il soit en noir et blanc, ça retransmet bien l'ambiance de l'époque. Voilà, mais c'est le seul qui s'approche au plus près, à mon avis, de ce qu'a été la réalité historique de l'époque, dans le déroulement des faits. Alors après, pour la solution de l'énigme, c'est un autre problème, mais dans le déroulement des faits, c'est le seul. Elle nous a dupés encore une fois. Allez voir. Eh bien voilà. Elle s'est échappée par là. Monsieur Denval, elle n'a pas pu sauter de cette cabane à ce rocher. Et trouver une autre explication. Il y a au moins 30 pieds d'un bord à l'autre. Un loup ne peut pas faire un pareil bond. Oh, un loup ordinaire peut-être. Mais celui-là, il a autant d'intelligence que de force. On dirait que vous en parlez avec admiration. Pourquoi pas? Il faut bien s'incliner quelquefois. Il avait raison, ce petit portefaix. Vous vous souvenez? Ce n'est pas un loup. Ce n'est aucun animal que je connaisse. C'est la bête. Ces films, qu'on le veuille ou non, influencent beaucoup le public qui va le regarder, et du coup peut être amené à s'imaginer que la bête du Gévaudan, c'était comme ce qui s'est passé un peu dans le film. Ah oui, le Pack des loups, ça a eu un impact assez fort, hein. Alors ça a eu un avantage quand même, c'est que ça a relancé l'intérêt pour l'histoire de la bête du Gévaudan, qui était peut-être un petit peu en berne à ce moment-là, en 2001, et ça a relancé l'intérêt. Alors les gens se sont intéressés à ça, ils ont acheté des livres, ils ont voulu en savoir plus, mais il y a eu le contre-coup de la chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont emparés de l'affaire, qui ont écrit à nouveau des livres, la plupart des romans, pas des livres très sérieux, et donc tout ça, ça a encore un peu troublé les esprits. D'accord. Et donc ma dernière question, pour vous, est-ce que vous avez une idée de ce qu'aurait pu être cette bête en fait? Alors oui, j'ai une idée bien sûr, hein, mais j'ai pas de certitude. J'ai pas de certitude. J'ai une idée. Moi, je pense qu'il faut pas parler de la bête, mais des bêtes du Gévaudan. Et à mon avis, il y a eu en cause des hybrides de loup et de chien. Alors, si vous voulez, dans l'histoire de la bête, comme je vous ai déjà un petit peu dit, il y a eu plusieurs animaux tués. Il y a eu le premier animal, ils nous ont dit c'est un loup. Mais c'est un loup hors norme par la taille qu'on a tué. Ils ont tué ce loup qui était un mâle, ils ont détruit toute la famille après. Après le dernier animal tué, donc là aussi c'était un mâle, mais alors là ils n'ont pas dit c'est un loup. Une fois qu'ils ont vu ce loup, ils ont dit cet animal nous a paru être un loup. Nuance, hein, ils n'ont pas dit c'est un loup, ça nous a paru être un loup, mais un loup extraordinaire et différent des loups qu'on voit dans le pays. Donc ça leur a paru un loup, mais un loup bizarre. Alors ils nous le décrivent, cet animal, ils parlent notamment d'une tache blanche au poitrail, et d'après la description qu'on a, notamment cette tache blanche, tout ça évoque l'hybride de loup et de chien. Alors une chose qui est très importante, c'est qu'après la mort de ce dernier animal, tout de suite ils ont dit on a tué la bête. Ils n'ont pas dit on a tué un loup, c'est peut-être ça la bête, c'est ce qu'ils avaient dit les autres fois. Hein. Là tout de suite ils ont dit on a tué la bête, ils l'ont reconnu. Ils ont vu donc cette tache blanche qui était décrite par les témoins, ils ont vu les couleurs du pelage, la taille, etc. Tout ça, ça correspondait. Et après la mort de cet animal, ça a été terminé. Donc, si on résume, moi je pense qu'il y a eu plusieurs animaux en cause, au moins 2, peut-être même 3 ou 4. Et dans ces animaux, il y a très certainement eu des hybrides de loups et de chiens. Il faut savoir donc que les loups et les chiens font partie de la même famille, la famille des canidés, qui peuvent s'hybrider entre eux, et voilà, ça va fonctionner. Et ces hybrides pourront à leur tour avoir des petits. C'est ce qu'on appelle les hybrides féconds. Donc, plusieurs animaux en cause, des hybrides. Alors, d'où pouvaient venir ces hybrides? Deux solutions. Soit des hybrides naturels, c'est-à-dire que
une louve rejetée d'une meute ou une louve en dispersion peut rencontrer un chien errant qui a été perdu par un berger, par exemple, un gros chien, s'accoupler avec lui, ils auront des petits, et ça fera ces fameux hybrides. Deuxième solution, on s'est aperçu qu'au XVIIIe siècle, les chasseurs de loups fabriquaient des hybrides. C'est-à-dire qu'ils capturaient des jeunes loups dans les tanières et ils les croisaient avec leurs chiens de chasse. Alors ils faisaient ça pour essayer d'avoir des animaux plus endurants à la chasse, plus solides, plus forts, etc. Alors on peut imaginer qu'un chasseur ait fait ça, que son hybride ou ses hybrides se soient mis à attaquer les gens, et donc il serait bien gardé de s'en vanter. Hein. Alors à mon avis, si ça a été créé par l'homme au départ, c'est pas dans l'intention de nuire. Parce que, bon, déjà, quel aurait été le motif de la personne, on ne sait pas. Personne n'a jamais été mis en cause à l'époque. Ça a pu être fait de façon non intentionnelle, donc par un chasseur. Alors pourquoi des hybrides se mettraient à attaquer les gens? Tout simplement parce qu'ils ont une part de chien en eux, et le chien n'a pas peur de l'homme, contrairement au loup. Le loup, lui, a peur de l'homme. Ce qui effraie le loup, c'est l'homme dans sa station debout. Donc l'hybride a moins cette peur de l'homme. L'hybride peut avoir un caractère très versatile. Il est reconnu que certains hybrides peuvent être dangereux même pour leur maître. Donc voilà, moi je pense qu'il y a eu très certainement des hybrides en cause dans l'histoire de la bête du Gévaudan. Et le dernier animal, tué par Chastel, la description qu'on en a fait vraiment penser à l'hybride. Aubin, tu avais une question à poser? Ouais, j'ai une question à poser. Alors, je vais peut-être pas employer les bons termes, hein, mais à cette période-là, on sait que les monarques se passionnaient un peu pour tout ce qui était importation d'animaux exotiques. Est-ce qu'on aurait pu envisager, par exemple, que, je sais pas, une autre autorité du coin aurait fait ramener peut-être des hyènes, parce que la hyène, pour en avoir vu en vrai dans le milieu naturel, c'est vrai que c'est ce qui se rapproche le plus de la description que font les gens aujourd'hui, et que ce dit animal se serait échappé et aurait pu causer des dégâts. Est-ce que c'est une théorie possible? Oui, c'est une théorie possible. C'est une théorie tout à fait plausible même, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on sait qu'il y avait des ménageries ambulantes, ou certains nobles qui avaient leur ménagerie personnelle, et qui ramenaient des animaux d'Afrique, par exemple, des animaux exotiques pour épater un peu le public. Alors, on a beaucoup de documents de l'époque qui partent sur l'idée de la hyène. On en a beaucoup. Alors, ça nous a bien sûr interrogés, et on a des descriptions de la bête qui font penser à la hyène. Alors, pas la hyène tachetée, hein, la hyène rayée. Parce que la hyène tachetée, c'est Crocuta crocuta, elle est très caractéristique au niveau pelage, des petites taches. Ça, c'était pas décrit. Par contre, ce qui était décrit, c'était les fameuses rayures qui font penser à la hyène. Alors, on a des témoignages là-dessus aussi. Donc. Alors, par contre, ce qui fait prendre l'eau à la théorie, c'est très clair, c'est que tous les animaux abattus en Gévaudan dont on a gardé une trace, on est sûr à 100% que ce n'étaient pas des hyènes. Tout simplement parce que la hyène n'est pas un canidé. Si vous voulez, dans les rapports d'animaux abattus en Gévaudan que l'on a, ils ont fait une chose très simple, ils ont compté les dents des animaux, ils ont compté les dents de la bête. Et ils ont trouvé 42 dents. Et la hyène n'a pas 42 dents, la hyène en a 34. Donc, si hyène il y a eu, c'est pas impossible. C'est pas impossible du tout qu'il y ait eu une hyène qui est rôdée, qui ait semé le trouble, qui a attaqué, ou peut-être même pas attaqué, mais qui a été confondue avec la bête, etc. On n'a pas de trace de la mort d'une hyène. Elle a pu être blessée dans une chasse, aller mourir dans un coin sans qu'on la retrouve, hein. C'est tout à fait plausible. Mais voilà, ce qu'on peut dire, on n'a pas de trace historique de la mort d'une hyène. D'accord. Ouais, ok. Une autre question? Ouais, parce que justement, je rebondis sur l'histoire de la hyène, parce que là, moi j'ai été à l'armée pendant un nombre d'années assez important, j'ai fait beaucoup de pays, et j'ai beaucoup entendu parler de la hyène, c'est à Djibouti, parce qu'à Djibouti, il y a des hyènes en milieu sauvage, quoi, là, elles font leur vie. Et on a quand même pas mal de retours sur des attaques de hyènes sur des enfants dans les villages. Alors, je compare pas ça au Gévaudan dans le sens où c'est pas... Bon, alors déjà, c'est pas aussi romancé parce que voilà, ça fait partie un peu des meubles, la hyène, là-bas. Donc, ce qui se passe là-bas, pour eux, c'est naturel. Mais bon, la violence des attaques et l'état des enfants pourraient faire penser, justement... Oui, mais tout à fait. Hein. À ça, donc c'est pour ça, justement, que je posais la question. Quoi. Tout à fait. Hein. Alors, beaucoup de gens pensent qu'il y a eu une hyène. Alors...
peut-être, mais comme je vous dis, on n'a pas de preuve de ça. C'est ça le problème. Et s'il y a eu hyène, eh ben, elle a disparu d'elle-même, ou elle a été blessée, elle est allée mourir dans un coin, elle a été tuée, etc. Donc, voilà. Mais les deux principaux animaux qui ont été abattus, donc celui qui a tué l'envoyé du roi François-Antoine en septembre 1765 et celui qui a tué Jean Chastel, on est sûr que c'était des canidés. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Soulier. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aussi. Mais je vous en prie. Et maintenant, on va un petit peu échanger plus intimement sur certaines choses qui se passent. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui auraient vu, rencontré une bête, une créature assez étrange. Et je pense que cela peut vous intéresser. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans notre maison de la bête. Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici dans votre musée de la bête? Eh bien, écoutez, vous voyez là, vous avez une exposition permanente expliquant toute l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc, sur ces panneaux et sur l'autre aussi. Cette exposition permanente, vous avez une exposition temporaire qui, cette année, est sur les représentations de la bête. Donc, vous avez là quelques, quelques photos, quelques gravures de Daniel Brugès, qui est un illustrateur. Des représentations d'artistes locaux. Malheureusement, il n'est plus là. Lucien Gire. Bien sûr Philippe Quéplin, Gérard Latier. Là encore, on retrouve des gravures de Lucien Gire également, parce que c'est un artiste qui était de Sogg, malheureusement décédé. Et donc il a fait beaucoup de représentations, de gravures, de peintures sur la bête du Gévaudan. Et puis Philippe Quéplin, c'est lui d'ailleurs qui a dessiné la statue qui se trouve devant le musée. D'accord. Qui a très bien été réalisée d'ailleurs. Oui, qui a été très bien réalisée. La presse nationale et même internationale s'empare de l'affaire, rajoutant souvent à des faits plus ou moins avérés une bonne part de sensationnel et de sordide. Les colporteurs, voyant là une manne financière, profitent de l'aubaine en vendant complaintes et gravures au sujet de la bête féroce qui dévore les filles. Des combats contre le monstre resteront à jamais célèbres, tels celui de Jacques Portefeuille et de ses 6 camarades, le 12 janvier 1765, au Villeray de Châtellerault. C'est des objets qu'on a recueillis de part et d'autre, et puis avec des réalisations qui ont été faites, les maquettes qui ont été faites par Pierre-Yves Roulin. Donc ça remonte un peu comment ça s'est passé à ce moment-là, à cette époque. Les femmes et les enfants qui essayaient qui étaient les victimes. Et là vous avez les fusils, les pièges. Alors ça c'était en fait qu'on mettait autour des chiens. Des colliers, c'était des colliers anti-loup. C'est-à-dire que ça, le loup ne pouvait pas attaquer les chiens. Ah, il ne pouvait pas les mordre au cou. Voilà, oui. D'accord. Alors là, il y a les empreintes de loup. Alors il faut savoir que le fusil de chasse, bon, il est du XVIIIe siècle, mais c'est pas tout à fait le même que... Enfin, il y a marqué qui a été utilisé par Jean Chastel pour tuer la bête, mais c'est pas tout à fait le même, mais c'était presque l'identique. D'accord, Alors faire la poudre noire, il faut savoir qu'il fallait mettre la poudre noire et après une autre poudre pour le détonateur. Et après on mettait les balles, vous voyez les balles elles sont là. Et les projectiles sont utilisés. Et il y a des choses qu'on appelle des projectiles, des chevrotines, et il y a plusieurs évidemment diamètres.
Ça, c'était la lance que, comment elle s'appelle, Marie-Jeanne Vallée. C'est avec ça qu'elle s'est défendue contre la bête. Celle qu'on voit D'accord. à l'extérieur. Exactement. Donc c'est celle-là, Là, c'est celle-là. Celle du milieu? Celle du milieu. Oui. Ah oui. C'est normal que la bête ait pris peur. Comment? Je dis, je comprends mieux pourquoi la bête a pris peur. Parce que... mais c'est sûr, hein, c'est que... Alors là, c'est là où il y a la sonde de verre. Hein. C'est là où elle a été tuée, la bête. D'accord. On voit la personne qui tire avec le fusil. Quand il y a la poudre noire, ça fait beaucoup de fumée. Hein. Après, il y a des harpons, des baïonnettes. On peut voir les commandes de livres. C'est ça part trop vite. Oui, parce que j'en suis sûre. Alors là, le parcours de la bête. On renouvelle pas. Le parcours de la bête. Nous, le 80 victimes qu'il y a eu parmi toute la région du Gévaudan. D'accord. Voilà. La première victime, je crois qu'elle a eu lieu je pense que ça va être là, la première victime. Première victime connue, enterrée le 1er juillet. Elle a eu lieu le 30 juin. D'accord. 30 juin 1764. Ouais. Alors ici, nous sommes dans le coin enfant, c'est bien ça? Voilà, c'est le coin enfant. Nous avons pensé aux enfants qui accompagnent leurs parents sur la visite. Et il y a donc un jeu pour eux avec des questions. Voilà, il faut trouver le nom d'un auteur, la matière d'une statue. Enfin voilà, il y a toutes sortes de questions. C'est une sorte de jeu de piste dans la maison de la bête. Oui, voilà, c'est ça. C'est super, ça. Et bien sûr, et c'est vrai que je trouve que les enfants s'intéressent beaucoup. Ils cherchent vraiment les réponses avec beaucoup d'assiduité. Ça donne un côté chasse au trésor. Hein. Oui, c'est vrai, ils aiment bien. Donc une fois qu'ils ont répondu, eh bien, on vérifie, bien sûr, et puis on leur donne une petite affiche en cadeau. D'accord. Voilà. Et puis, on va faire également, on va garder les plus beaux dessins, puisque ils sont invités à faire un dessin au dos, donc faire un dessin. On va garder les plus beaux et peut-être faire les exposer ou les ranger dans un classeur pour que tout le monde puisse D'accord, donc en les plus, voir. Je vais vous montrer. Si donc vous en plus de la chasse au trésor, oui. Ils ont le petit concours qui fait que si leur dessin est sélectionné, il sera affiché ici, quoi. Ils ont de toute façon une récompense. D'accord. Et puis les dessins sélectionnés, tous vont être sélectionnés. Ils sont tous très beaux. Où est-ce que je les ai mis? Alors, vous en avez de toutes les sortes, mais vraiment de très beaux. Et là, on a dit, tiens, on va exposer toutes ces œuvres. Regardez. Et les enfants passent beaucoup de temps, vous voyez celui-ci. Il est joli. Plein de couleurs, oui. Ils passent beaucoup de temps à chercher des réponses au jeu. J'ai mon favori. À chercher les réponses au jeu, c'est mignon aussi. À chercher les réponses au jeu et puis ça va faire beaucoup de dessins à exposer. Ça fera beaucoup de oui, mais bon, on a dit, on a eu l'idée cette année de faire, je sais pas, on va faire un petit classeur et puis l'exposer, le mettre là-bas. Oui, regardez, celui-ci est beau aussi. Ah oui, il est très joli. Voilà, je pense qu'on va tous les exposer parce qu'ils ont tous leur charme. Donc du coup là on peut voir l'installation de la statue qui se trouve en face, donc la maison de la bête, et c'était en 1995, en juillet 95.
Donc je viens de finir la visite de la maison de la bête avec Annie et Jean-Paul. Ils ont été d'une grande gentillesse. Ils m'ont montré plein de choses très intéressantes donc sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Et je ne peux que vous conseiller, si vous passez dans le coin ou si vous êtes intéressé de connaître ce mystère autour de la bête du Gévaudan, il vous faut absolument venir à la maison de la bête. Alors, je crois que c'est ouvert que l'été, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en juillet, à partir de début juillet jusqu'à fin août. Vous pourrez donc trouver la statue, Jean-Paul et Annie prêts à vous accueillir de 14h à 19h. Et d'autres bénévoles. Et d'autres bénévoles. Ils sont pas seuls. Exactement, donc c'est une association. Voilà. Donc si c'est la semaine, peut-être que ça ne sera pas Annie ou Jean-Paul, mais quoi qu'il en soit, vous serez bien accueillis. Exactement. Donc si vous aimez la bête du Gévaudan, ou si vous voulez en savoir plus, il faut venir. Voilà. Merci Jean-Paul, merci Annie, merci à vous. Et on vous attend tous à la maison de la bête. Aubin va me quitter et je voudrais te remercier infiniment d'être venu ici avec moi pour vivre cette aventure. Et avant que tu me quittes, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter, soit sur ce qu'on a vécu ou soit peut-être quelque chose de plus personnel, je sais pas. Ok, alors déjà merci à toi pour ce moment, c'était vraiment bien. Super moment, c'était génial. Merci à Claire et son fils qui nous ont accueillis, des gens extraordinaires, que j'espère revoir bientôt. Concernant l'aventure, pareil, super moment, super rencontre. Et donc oui, pour finir, alors moi j'aurais un petit message pour la communauté militaire qui nous regarde, donc faisant partie de cette grande famille. Comme vous le savez, les mecs, quand vous partez en OPEX, on est souvent en contact avec la population et on voit souvent des trucs qu'on n'explique pas forcément. Après, on n'est pas de nature à raconter nos histoires et on est plus de nature à garder les choses pour nous, mais je pense que ce serait intéressant que certains d'entre vous qui auraient vécu des trucs un peu étranges, bien sûr dans l'anonymat, en parlent, parce que je pense que ça pourrait intéresser les gens et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Voilà. On peut prendre le cas par exemple de l'armée américaine, où il commence à y avoir de plus en plus de rétex, des soldats qui commencent à parler. Mais concernant l'armée française, on est quand même relativement beaucoup disséminés sur toute la planète entière, quoi. Donc voilà, il y a des soldats un peu dans les quatre coins du monde, et je pense qu'il y a des histoires dans les quatre coins du monde. Donc ce serait vraiment pas mal que certains d'entre nous prennent la parole et racontent un peu leurs aventures. Par la même occasion, Aubin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer tout notre soutien. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, vu qu'ils doivent être sur le front en train de défendre les couleurs de la France. Voilà, tout à fait. Alors voilà, j'espère que certains d'entre vous qui regardent cette émission arrivent à prendre un peu de bon temps, du moins vu la difficulté de certains théâtres d'opération, en regardant les vidéos de Virgile. Et force à vous, et puis fier de faire partie de cette grande famille. C'est très intriguant ça. C'est totalement à l'encontre, mais vraiment de ce qu'on s'attend à voir et à rencontrer chez un animal sauvage. C'est pour ça, moi je voudrais dire aussi autre chose, c'est les gens qui regardent les vidéos, qui s'intéressent à ce genre de choses, de cryptides, si vous décidez d'aller dans les bois la nuit, ne faites pas n'importe quoi. Every day feels boring, the same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning, and when it rains it's pouring. I got dreams, big dreams, I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'm a diving, middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island
out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up, I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot